Face à la recrudescence de propos racistes, y compris chez les prétendants à la fonction suprême, d'intolérance entre communautés ethniques ou religieuses, nous parlons de plus en plus de racisme décomplexé. Donc, en fait, être raciste, c'est juste s'assumer, c'est regagner sa liberté de parole qui, elle, avait été bridée par le politiquement correct. Parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et le raciste ordinaire devient celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ainsi, on ne débat plus sur le racisme, mais sur la liberté d'expression. Incroyable inversement des valeurs. Pourtant, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le racisme anti-noir ne recule pas, l'antisémitisme est en nette hausse depuis 2017, le racisme anti-asiatique a connu une forte hausse durant la crise sanitaire de 2020. Les actes racistes contre les Arabes et les musulmans enregistrent en 2019 une hausse de 70%. Le rejet des populations roms persiste. Alors c'est sûr, ce n'est pas politiquement correct, ni humainement correct, ni éthiquement correct. Bref, ça questionne. A-t-on oublié ce qu'est le racisme ? Une question importante à quelques mois de l'élection présidentielle. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à vous, Mario Stasi. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes avocat, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Ligue qui est née pendant l'entre-deux-guerres en 1927. 1927, au terme d'un procès dont je ne vais pas faire la genèse, mais des intellectuels, journalistes, Bernard Lecasse, Joseph Kessel, Albert Einstein se sont réunis et ont créé la lutte contre les pogroms, accueillant ceux qui fuyaient les pogroms d'Europe de l'Est. Antisémitisme très fort à l'époque. Puis donc, cette lutte contre les pogroms est devenue lutte contre l'antisémitisme, la LICA. Et dès avant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui accueillaient ces réfugiés se sont évidemment posé la question, mais pourquoi uniquement les Juifs qui fuyaient? Ce sont tous les racismes, contre tous ces racismes-là que nous devons lutter. Et ça, c'est dans l'objet de la LICA. Il y avait déjà en 1936 la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et la LICA est devenue LICRA formellement en 76-17. Mais l'universalisme de cette association, son ADN qui est l'accueil des fugitifs, disait-on à l'époque, mais j'y reviendrai peut-être, avec un souci de responsabilisation très fort. C'est l'accueil et comment faire pour que ceux qui viennent soient le mieux intégrés possible. Éviter les ghettos et autres. C'était déjà la parole de la LICRA, de la LICA, devant la Société des Nations. Donc l'ADN existe depuis les années 30. Alors l'ADN n'a pas changé, même si le contexte a changé, évidemment. J'aimerais qu'on commence avec une citation, quelque chose que vous avez, une phrase que vous avez prononcée il y a quelques mois après une agression violente et raciste qui a eu lieu à Cergy, c'est au mois de juin dernier, dans le Val d'Oise. Voilà ce que vous disiez, de plus en plus on constate un effet débridé de la violence, tant physique que morale et verbale, et c'est un vrai défi pour la lutte antiraciste et pour la justice. C'est quoi cet effet débridé de la violence? Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, mais on le constate tous les jours sur les réseaux sociaux, qui est un outil de propagation de haine sans commune mesure, aujourd'hui sans réelle régulation. C'est le fait que l'on s'autorise à écrire, à exprimer tout ce que l'on pense, sans filtre. Et le danger, il est là. C'est pour ça que j'évoque l'effet débridé de la violence verbale, c'est-à-dire que sous couvert d'un anonymat que permettent les réseaux sociaux, on insulte, on injurie, on porte des propos racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, négationnistes, avec une certaine impunité. Et puis, ça se décale. L'habitude se faisant, on constate aussi dans les manifestations de foule, certains anonymats aussi, on l'a vu en marge des manifestations des Gilets jaunes, mais on l'a vu très nettement, des cris de haine antisémites, dans cette espèce d'anonymat de la foule. Et l'étape d'après, c'est l'été dernier, où l'assistante parlementaire de ce député Front National, qui brandit une pancarte, montrant son visage, pancarte antisémite, certaines de cette impunité dans le continuum de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sans complexe, de façon débridée, affichant un antisémitisme. Et c'est le fait qu'il n'y ait plus de filtre, le fait qu'il n'y ait plus de régulation, d'abord sur les réseaux sociaux, qui a permis l'accélération de cette libération de la parole raciste. Racisme décomplexé, comme le disait Éric Payet dans son éditorial. Racisme décomplexé, je voudrais, excellent éditorial d'ailleurs,
le racisme, c'est la peur de l'autre. Le racisme, c'est d'abord la peur de l'autre. Et nous avons avec la LICRA, et grâce d'ailleurs, et je dois les remercier, grâce à Publicis, sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, on s'est posé la question de savoir comment sensibiliser les jeunes au racisme. Et on a concocté un clip avec une voix menaçante, dit « Je suis celui que vous soupçonnez de me voler dans le métro, je suis celui, l'asiatique, que vous me soupçonnez d'avoir propagé ce virus, je suis celui... Et qui suis-je » Et la peur de l'autre, la méfiance de l'autre. Ça, c'est toujours très important. C'est très important. Mario Stasi, vous êtes président de la LICRA depuis 2017, vous êtes avocat, c'est votre métier. Qu'est-ce qui fonde votre engagement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Je précise, c'est important pour nous ce matin, que vous êtes catholique. Est-ce que votre foi aussi est liée à cet engagement-là ? Alors, je suis en effet catholique, et catholique et très soucieux de l'intime et du public, du privé du public, de ce qu'on a le droit de penser. On a le droit de penser à tout, on a le droit de penser raciste, on a le droit et de ce qu'on a le droit ou pas d'exprimer dans une société d'harmonie, dans une société de respect, dans une société de responsabilité. Et mon engagement est... depuis toujours le souci, mais même à l'école, j'allais dire, des délégués de classe, de ne pas être spectateur, mais d'être acteur. Voilà. D'être le plus possible responsable de ce qui va nous arriver, de la société que nous souhaitons voir construire. Et je crois fermement à l'engagement. Je fais de cette association une association au sein de la République, pour la République. C'est un combat politique, une certaine vision de la République, une association, mais qui porte une vision de la République universaliste, justement d'essayer de déconstruire les peurs. Et cet engagement est un engagement politique, comme j'aurais pu, ou comme j'ai pu d'ailleurs par le passé, m'engager dans des élections ou autres. C'est vraiment un combat pour une certaine vision de la République. C'est aussi un combat de cœur, j'imagine. Vous allez puiser au fond de vous. Pardon ? Vous allez puiser au fond de vous dans votre trip, mais j'allais dire, c'est le continuum de mon métier d'avocat aussi, je défends des dossiers, je veux voir ces dossiers arriver à bon terme, je veux voir reconnaître l'innocence de mon client, et je veux que cette laïcité, qui n'est pas un espace neutre, mais qui est un espace de respect des consciences, de respect de la liberté de croire ou de ne pas croire. Je veux que cet espace de liberté, de construction commune, soit le plus fort possible, comme je souhaite aussi que la lutte contre les discriminations soit les plus efficaces possibles. Donc c'est vraiment, oui, c'est un engagement de cœur, c'est un engagement plein, c'est un engagement qui prend une bonne partie de ma vie, passionnant, vraiment passionnant, dur. J'aimerais vous faire réagir maintenant à une phrase, une citation. On a l'habitude de faire réagir nos invités à des citations ici. Une citation du pape François. « Nous ne pouvons ni tolérer ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine. » Et le pape François s'exprimait après l'assassinat de George Floyd, ce noir américain tué par un policier blanc aux États-Unis. Comment ça vous parle, Mario Stasi, cette phrase ? Eh bien, c'est l'addition de celui qui se bat contre le racisme et toute forme d'exclusion et qui puise la force de ce combat dans ce qu'il considère en effet de ce que toute vie humaine est sacrée et unique et mérite d'être défendue. Ce n'est pas très loin non plus de ma mission ou de mon métier d'avocat, vous voyez. Donc, cette phrase du pape François porte en moi plein d'échos et c'est une parole qui m'enrichit, oui. C'est une belle parole. Une parole très, très dense, très pleine. Je sais que vous ne voulez pas forcément mettre ça sur la place publique, mais vous êtes un homme de foi. Donc oui, non, bien sûr. L'homme de foi, là aussi, il d'abord, doit réagir. Je pense que je m'enrichis de la foi, je crois... Je respecte la transcendance. Je pense que la transcendance, la foi, c'est une richesse, c'est une chance. C'est une chance. Je crois... je suis un homme croyant, engagé, mais je suis un homme aussi qui veut faire naître chez l'autre l'esprit de doute, l'esprit de critique, l'esprit de débat. Doute, critique, débat, c'est accepter celui à qui on s'adresse. C'est sortir des certitudes. Donc, mon combat, bien sûr que la foi m'enrichit.
Mais ça me regarde. Je ne l'imposerai jamais. Ça me regarde. En revanche, j'imposerai à l'autre le respect qu'il me doit, comme j'essaie de m'imposer à moi cette discipline-là. Et ma foi m'aide à m'imposer cette discipline. Mais je crois que le point de rencontre, dans une communauté humaine, je pense, n'est pas un point de rencontre religieux. C'est un point de rencontre d'acceptation de règles communes, que l'état de droit, que la laïcité, que la Convention européenne des droits de l'homme, que le bon sens, parfois, impose. Ça veut dire aussi lutter contre le communautarisme. Ça veut dire lutter contre le communautarisme. Si je suis, hein. Ah ben je parlais d'ADN de la LICRA. Un de nos combats aujourd'hui, c'est la régulation sur les réseaux sociaux, vous l'avez compris, mais je combats le repli identitaire, je combats l'islamisme religieux, je combats l'extrémisme religieux, je combats le communautarisme. La LICRA, il ne faut pas être noir pour défendre les noirs, asiatique pour défendre les asiatiques ou blanc pour défendre les blancs. Nous sommes la personne sacrée la personne humaine est sacrée, quelle que soit son ethnie, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, toute personne est sacrée. Et donc, à ce titre-là, je suis tout à fait apte à défendre la cause des femmes, la cause des Noirs, la cause des Asiatiques, la cause des homosexuels. Nous sommes tous des citoyens. Donc c'est ça l'universalisme. Et ce qui rejoint évidemment ici nos convictions chrétiennes, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Et le communautarisme est dangereux. C'est m'interdire à moi de comprendre la souffrance de quelqu'un qui ne me ressemblerait pas, qui ne serait pas de ma caste. C'est dangereux, c'est exclusif. Et c'est l'antithèse de ce que je considère être ma foi, et l'opposé du combat universaliste qui est celui de la LICRA. Alors, Mario Stasi, je vous propose tout de suite d'aller voir une jeune femme maintenant, de rencontrer une jeune femme de combat également. Elle s'appelle Chloé, elle est présidente de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, un beau mouvement qui a lancé récemment une enquête, vous allez le voir, vraiment très intéressante auprès des jeunes des quartiers populaires sur les discriminations, quelles qu'elles soient. Regardez son témoignage, on va en discuter juste après. Je suis Chloé, j'ai 28 ans et je suis présidente nationale de la JOC. Moi, la JOC, ce qu'elle m'a permis, c'est de prendre confiance en moi. J'étais très timide, j'arrivais pas à donner 2 mots dans une réunion. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer devant un public et je veux redonner ça aux jeunes qui prennent vraiment confiance en eux. La JOC, elle est organisée de façon à ce que ce soit les jeunes qui prennent des décisions. Donc ils ont voté pour un thème d'année, une campagne nationale d'action qui s'appelle Au-delà des masques, faisons tomber les préjugés. Au travail, j'ai subi des discriminations physiques, discriminations raciales. J'ai été licenciée à cause du fait que j'ai réagi aux propos. Et suite à ça, dans la campagne nationale d'action, il y a l'idée de faire remplir une enquête. Il y a 1000 jeunes qui ont répondu à ce questionnaire. Dans le questionnaire, il y avait des questions comme est-ce qu'on a déjà vu ou vécu des discriminations? Qu'est-ce que ça nous a fait vivre? Et les bilans, c'est que tout le monde en a déjà vécu ou vu dans tous les lieux de vie, que ça soit au travail, à l'école, que ça soit dans la famille, sur les réseaux sociaux. Tout est sujet à discrimination, que ça soit la couleur de peau, l'origine. Il y a une femme qui n'a pas pu acheter de sous-vêtements, mais on lui a dit mais en fait madame, vous êtes trop grosse, vous n'êtes pas dans la norme en fait, c'est pas normal. Il y a des jeunes qui se sont fait cracher dessus à un match de foot parce qu'ils sont d'une autre origine. Ça provoque un sentiment d'isolement. Et après, il y a aussi la colère. Ce qui m'a aussi choquée, c'est qu'il y a beaucoup de fois où le mot suicide est ressorti. Et c'est choquant chez des jeunes qui parlent de suicide autant. Aussi de la colère. Dès la maternelle, on doit éduquer contre les discriminations et contre les préjugés. Il faut oser dire que ce n'est pas normal et il faut savoir agir et réagir en disant en fait, ce que tu fais, c'est pas normal, quoi. Pour moi, la JOC, c'est important qu'elle porte ce sujet parce que le Christ, il nous appelle aujourd'hui à aller vers les autres, à faire attention aux plus petits et comment on peut ne pas faire attention aux plus petits si on laisse passer des discriminations et des préjugés. Le Christ nous appelle à faire attention aux plus petits, nous dit Chloé. C'est joli cette phrase. Mais elle est plus que jolie, elle est réelle. Enfin, je veux dire, elle est très belle, ça dit quelque chose de fort. Je voudrais revenir au tout début. C'est-à-dire de l'intervention de cette jeune fille remarquable. Elle trouve son identité de femme engagée, son épanouissement, sa confiance en elle, quand elle se met au service d'une cause, au service d'un engagement, au service de la lutte contre les discriminations. C'est le cas pour vous. Non, mais c'est formidable comme message. Ça veut dire que pour trouver son chemin,
Elle est sortie de sa propre petite personne, que nous avons toutes, et c'est une leçon. Et elle a trouvé l'épanouissement, le bonheur d'exister En sortant d'elle-même. en sortant d'elle-même. On a besoin de l'autre. Et elle commence par cela. C'est ça qui est extraordinaire. Elle commence par ça. Et découle un combat qui est remarquable et qui met en exergue une criante inégalité dans notre société, qui est en effet la persistance des discriminations. Et à la LICRA, je suis président depuis quelques années, le constat que je dresse, c'est que pour lutter efficacement contre le racisme et l'antisémitisme, il faut 2 piliers. Le premier, c'est avoir un socle, j'en ai parlé déjà, qui est la laïcité, très ferme, très réaffirmée, qui est ce socle de vie. C'est pas un socle de neutralité, hein, c'est un socle de vie commune, harmonieuse et respectueuse des libertés de chacun, et une lutte bien plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui contre les discriminations. Car les discriminations sont le terreau du racisme. Et la réalité que décrit cette femme engagée, nous la constatons, nous, à la LICRA, puisque la discrimination, c'est aussi cette lutte, un de nos combats. Avec une génération quand même qui a l'air, enfin plus que la mienne en tout cas, quand j'avais 20 ans, j'ai le sentiment qu'on était quand même moins concernés par ces questions de discrimination. On a l'impression que c'est partie de leur ADN. Ils voient des discriminations, j'ai envie de dire, réellement, partout. Alors, Est-ce qu'il y a plus de discrimination aujourd'hui ou on les voit plus? Je pense... peut-être que les outils de mesure sont plus performants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Ensuite, je ne sais s'il y a plus de discrimination qu'il y en avait auparavant, mais je mets aussi peut-être ça en parallèle avec une génération dont l'expression du ressenti, ou le recherche d'une certaine fierté, ou le recherche d'une certaine équité, ces 3 phénomènes sont plus accrus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Je n'en sais rien, mais je le constate aussi. Donc, ce qui est certain, c'est que les discriminations existent. Voilà. C'est une réalité. Ce n'est pas un hasard si nous venons à la LICRA de transformer une sous-commission qui était très active, notamment dans des procès que nous intentions, à la demande de victimes, une sous-commission de lutte contre les discriminations en commission de lutte contre les discriminations. C'est un vrai chantier. Parce qu'on va vous dire souvent, vous devez l'entendre, vous voyez des discriminations de partout. Vous l'entendez pas, ça? Alors, on l'entend. Après, il y a la définition légale de la discrimination. Une injustice n'est pas forcément une discrimination. Un traitement injuste ou inéquitable n'est pas forcément une discrimination. Nous en parlions avant, l'importance du sens des mots. De ce reportage, on peut pas déduire que c'est un phénomène surmédiatisé ou autre. Les discriminations sont aujourd'hui insupportable dans notre société. Et pardon de le dire et de commencer par cela, ne serait-ce que la discrimination femmes-hommes, on n'a toujours pas établi l'égalité ou l'équité parfaite. Même si on en parle beaucoup. Même si on en parle beaucoup. Donc, toute discrimination perdure. Pour vous, la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination, contre le racisme, contre l'antisémitisme, est-ce que c'est d'abord une affaire d'égalité ou de justice ? C'est d'abord une affaire... Je pense que si chacun se sent justement apprécié, le ressenti d'être discriminé ou d'être mis à l'écart sera moindre. Il faut rechercher une certaine égalité, mais il faut surtout viser chaque situation avec justesse. C'est pour cette raison, en effet, que je suis plus attaché à la notion d'équité, de justice, de justesse que d'égalité. Il faut viser une égalité, mais l'équité, me semble, traite à chacun comme il doit être traité, me semble plus important encore. La campagne présidentielle s'annonce, j'allais dire, peut-être un peu violente. On en a parlé avec les réseaux sociaux. Oui, pour enlever un peu. Voilà, elle s'annonce violente. On entend des choses ci et là de tous bords, qui sont un peu, qui sont compliquées, moi, à mon sens, à entendre. Comment on peut sortir de ce langage aussi qui est fait de violence, d'invective, où on n'est pas du tout dans le respect de l'autre que vous défendez depuis le début de l'émission? Alors, on n'est pas du tout dans le... Vous avez évoqué la parole, l'expression débridée de la parole. L'extrême, c'est celui qui... Sale juif, tu crèves. Si on suit les propos ou les propositions d'un candidat, on n'est plus dans l'injure raciale, antisémite, on est dans le débat public. Je veux dire que celui, par exemple,
qui considère que la loi de 1972, dont nous allons fêter, commémorer le 50e anniversaire, et qui définit le délit raciste et antisémite, s'il considère que tout peut être dit, j'ai le droit d'exprimer l'odieux propos que je viens d'exprimer. Donc on arrive dans cette campagne présidentielle à des extrémités, des absurdités et des horreurs inimaginables. Remettre en cause le fait sous prétexte d'une liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, on a le droit encore une fois, on a le droit de tout penser, mais on n'a pas le droit de tout dire. La Convention européenne des droits de l'homme donne une définition très large de la liberté d'expression, sous réserve de l'ordre public. Il y a toute une série de restrictions, mais qui sont, j'allais dire, légales. Le cadre permet au débat de s'instaurer. La campagne présidentielle doit remettre le débat au centre de la discussion et de la réflexion et s'éloigner des imprécations, s'éloigner comment on va dire ? Oui, des imprécations. Ça veut dire que le débat politique, aujourd'hui, pour la première fois, oui, plus que pauvre, menace la société, quelque part. Ça veut dire qu'on peut la fissurer. Ah, tout à fait. Mais le débat politique, j'allais dire, est prisonnier de la punchline. Vous savez, je rencontrais hier un homme qui m'expliquait, qui a fait de la politique, qui m'expliquait que dans son précédent métier, qui était analyste et autres, il expliquait pour arriver à une conclusion. Et il dit, mais la politique, c'est totalement différent. C'est-à-dire, je suis obligé d'affirmer quelque chose, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Alors, comme je n'ai pas le temps de l'expliquer, j'affirme quelque chose que tout le monde comprend, mais qui est donc parfois grossier, parfois erroné, mais qu'on retient. Parce qu'on n'a plus le temps de l'explication. Mais ça, c'est dangereux. C'est l'effet nocif des réseaux sociaux. Et il est temps de remettre dans le service public des émissions réellement de débat, d'explication, de pédagogie, qui me semble inévitable. Alors, oui, cette campagne présidentielle sera d'autant plus violente qu'on escamotera le débat. Alors, j'aimerais qu'on conclue avec un beau portrait. On va voir le portrait de cette personne, Joséphine Baker. Un beau portrait. Qui est entrée au Panthéon. Une femme extraordinaire. Voilà, dites-moi pourquoi. Une femme de toutes les libertés. C'est une femme, alors, inouïe, danseuse, chanteuse, résistante, ambassadrice de la LICRA, partout sur les scènes. Elle a pris la parole avant Martin Luther King, avant le I Have a Dream, d'une liberté intime, sexuelle totale, ayant adopté, j'en ai rencontré quelques-uns, plus d'une dizaine d'enfants, ayant des rêves de son château ou d'une communauté de vie. C'est une femme exceptionnelle. Et le discours du président, je dois le dire, à l'entrée du Panthéon, était à la hauteur de ce que cette femme a pu représenter pour la République. Non, c'est un très très beau visage et on n'est pas peu fiers à la LICRA d'avoir été de ceux qui ont poussé vraiment à sa panthéonisation. Et d'ailleurs, sur la carte de vœux de la LICRA, nous avons choisi Joséphine Baker, je crois, jouant au football avec ses enfants. Non, c'est une femme exceptionnelle. Là, vous faites plaisir. Voilà. Vous voyez, très heureux, Mario Stasi. Femme rare. Cette discussion, je voulais la conclure, enfin pas tout à fait la conclure, mais avec cette belle photo. Il est temps de passer, vous restez avec nous, Mario, à la culture. La culture chez nous qui est représentée, vous le savez, par Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour. On va poursuivre sur cette question de racisme, puisque vous nous présentez aujourd'hui un roman qui s'intéresse avec humour à ces questions d'identité et de couleur de peau, Les idées noires. Oui, le deuxième roman de la pétillante Laure Gourèges, une écrivaine de 31 ans, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre un matin au réveil sur son répondeur le message d'une journaliste qui veut la convier à une émission sur le racisme anti-noir. Alors, jusqu'à présent, la narratrice, qui a un père haïtien et une mère française, s'était jamais trop posé la question de sa couleur du peau, ni de comment est-ce qu'on pouvait la percevoir dans la société française. Et d'un seul coup, elle est obsédée par cette émission. Alors, elle se rend à la maison de la radio. On l'oriente par erreur dans une émission sur les discriminations envers les gauchers. Donc ça, c'est un peu pour vous dire voilà, l'humour qu'il y a dans ce livre. Ça devient moins drôle quand l'héroïne commence à visionner des films sur la ségrégation ou quand elle débute un voyage initiatique qui l'amène à Miami, où vit son oncle, puis en Haïti, où elle n'a jamais mis les pieds dans le pays de son père. Ce que j'ai aimé, c'est comment Laure Gourèges arrive à nous embarquer tout de suite et à faire que son lecteur soit en empathie avec son héroïne, avec cette première phrase.
Vous vous réveillez un matin, vous êtes noir. Donc, le tout en s'amusant du débat actuel sur l'identité dans notre pays. Donc, à lire, à faire lire, Les idées noires de Laure Gourèges aux éditions POL. L'humour, Mario, c'est une bonne méthode pour lutter contre le racisme. Ouais. Indispensable. Il faut toucher les... Alors, on fait un travail de pédagogie. Je le prendrai, le livre. Il a l'air vachement bien. On fait un vrai travail de pédagogie et de formation avec la LICRA. On intervient dans les lycées, dans les collèges, aussi dans les écoles de police et de gendarmerie et autres, bien sûr. Mais il faut toucher les jeunes par le sport et la culture. Et la culture avec de l'humour. Vous voyez, quand je vous dis faire naître le débat, faire naître le doute, sortir des préjugés, c'est par la culture et le sport qu'on arrive à faire venir à nous des jeunes. Et l'humour est indispensable. Et pardon, mais vous voyez, c'est très intéressant la première phase, c'est le regard de l'autre. Encore une fois. Qui te réduit à ce que l'autre veut, à quoi tu dois... voilà, c'est l'autre qui veut que tu sois réduit à ton état auquel tu n'avais pas pensé, parce que tu vivais sans avoir l'impression d'être discriminé. On continue, Gladys, avec un film émouvant, cette fois, un autre voyage initiatique, celui d'une jeune femme atteinte d'une sclérose en plaques. Rosie, c'est le nom du documentaire autobiographique de Marine Barnerias, en salle depuis le 5 janvier. C'est aussi le nom que cette jeune femme a donné à sa maladie, la sclérose en plaques, qu'on lui a diagnostiquée quand elle avait seulement 21 ans. Une maladie qui risque de lui faire perdre la vue, la mémoire et même l'usage de ses jambes. Elle encaisse le choc de la nouvelle. On regarde un extrait. Je me suis dit, Marine, j'ai un corps qui est en train de te lâcher, bordel. J'ai un esprit qui est indomptable. J'ai toutes mes pensées qui arrivent, qui sont à gauche, à droite. J'ai les idées de mes parents, les idées de mon mec, les idées de mes potes, les idées des médecins. Je cherchais une seule chose, réunifier les deux. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Pour peut-être un jour toucher du doigt mon âme. Contre l'avis du corps médical, Marine Barnerias va entreprendre un long voyage pour affronter sa maladie avec l'idée d'en faire peut-être une force. Alors elle va se rendre en Nouvelle-Zélande, puis en Birmanie et enfin en Mongolie. Le film raconte son périple. Il raconte aussi par le biais d'interviews comment sa famille a réagi à l'annonce de sa nouvelle et de ce voyage. C'est très émouvant, mais surtout, c'est d'une vraie énergie inspirante. Alors, qui était déjà présente dans le livre Super-héros qu'elle avait publié en 2007 chez Flammarion et qui a paru cette année en poche, Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. Sacrée personnalité. Oui. Vous nous emmenez, Gladys, en Moselle maintenant, en Lorraine, où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes. Oui, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, une église gothique de village du XVe siècle qui a connu 2 incendies et plusieurs reconstructions. On remarque tout de suite son clocher du XVIIe siècle qui ressemble à un beffroi, ce qui est commun dans la région. À l'intérieur, la nef médiévale est basse de plafond et très sombre. Les paroissiens sont placés face à la lumière de l'autel. De l'autre côté, notre attention est retenue par les voûtes gothiques extrêmement raffinées avec des arêtes très minces, ce qui donne l'impression que la voûte ne pèse rien, qu'elle est presque immatérielle et produit un sentiment d'élévation. On note également la belle chaire en pierre, très taillée, très sculptée, ainsi que sur un côté de l'autel, un vestige du chancel du XVe siècle, cette clôture qui sépare les fidèles du chœur de l'église, chancel derrière lequel on découvre la statue de la Vierge à l'Enfant, dite Notre-Dame du Feu, qui aurait eu pour effet d'arrêter le feu dans le village lors de l'incendie de 1501. Sacrée histoire, ça aussi. Merci Gladys, à dimanche prochain. Merci Mario Stasi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la LICRA et que la LICRA publie cette revue, Le droit de vivre. Que l'on peut commander sur le site de la LICRA, le site internet. J'incite tout le monde à venir voir ce que nous faisons. Et ben voilà, merci Mario Stasi.